Denis m'a rencontré l'année dernière à un colloque sur Merleau-Ponty et la neuroscience. Et je suis très heureux d'être parmi vous. J'ai voyagé un petit peu pour y arriver. Et en fait, si je tousse plus que je parle, vous me comprendrez. Le climat chez mes palmiers, c'est un petit peu différent que le climat de Lyon en novembre. Je vais essayer de prendre la discussion dans une autre direction, mais je fais honneur aussi à l'histoire. Comme on a déjà dit, c'est difficile à projeter l'avenir sans prendre en compte l'histoire. Donc, il y aura aussi un côté historique de mon discours. Et c'est un discours philosophique. Je suis aussi philosophe plutôt qu'un historien. Et je vais commencer à lire et je demande votre pardon pour mon français approximatif. Je n'ai jamais étudié à la fac ni au lycée. C'est par l'expérience vécue. C'est une autre manière pour apprendre la culture. Donc, culture de soi, c'est mon titre. Pourquoi mener une politique culturelle? À quel dessein? Il y a bien sûr plusieurs raisons, plusieurs réponses possibles. Trop même pour que je puisse les passer toutes en revue dans cette conférence. Mais une stratégie possible pour aborder la question des visées d'une politique culturelle consiste à se poser la question du bénéficiaire d'une politique culturelle. Autrement dit, de celui pour qui on fait cette politique culturelle. Parmi les réponses possibles à cette dernière question, il y a deux grandes orientations principales qui ne sont pas forcément contradictoires. Selon la première, la politique culturelle est faite pour promouvoir les intérêts de l'État. La seconde, en revanche, met en avant plutôt les intérêts des individus. L'idée que la culture et surtout les beaux-arts peuvent renforcer l'autorité de l'État est très ancienne et s'explique de différentes manières. Les arts, par leur pouvoir de communication et d'expression, ont une formidable capacité de fasciner les gens et de les influencer. Ils exercent une puissance d'attraction et de symbolisation qui leur est propre. Leurs pouvoirs de représentation peuvent être déployés pour faire passer les hiérarchies politiques et sociales pour naturelles, les figurant même sous une forme attrayante. Les arts peuvent aussi, par leur représentation captivante, déterminer et conformer les sentiments, les valeurs et les croyances des citoyens, leur inspirant une fière loyauté à l'État. Gouverner à travers les arts et la culture est un des principes de base de la philosophie confucienne. Les deux piliers de son éthique du gouvernement, y compris du gouvernement de soi, sont en effet les arts et les rituels. C'est par le moyen d'un ordre esthétique que le parfait gouvernant dirige ses citoyens, en leur donnant aussi, par le spectacle qu'il offre de son propre comportement, l'exemple suggestif de l'ordre harmonieux qu'il veut maintenir dans son état. John Dewey, le philosophe américain, exprime une idée semblable en 1939 face au régime totalitaire de l'Allemagne et de la Russie. Il soulignait, et je le cite, que les œuvres d'art sont les plus puissants moyens communicatifs pour susciter des émotions et former les opinions. De nouvelles règles sont imposées au théâtre, au cinéma et à la salle de concert, à la galerie de peinture même, à l'éloquence, aux parades populaires, aux sports communs et aux institutions de divertissement, en sorte que chacun de ces arts, chacune de ces activités puisse prendre part aux efforts de propagande,
par lesquels les dictateurs maintiennent le pouvoir sans être considérés par les masses comme oppressifs. Les émotions et l'imagination, nous le comprenons maintenant, sont le plus puissants que l'information et la raison pour modeler les sentiments et l'opinion publique. En effet, bien avant la crise actuelle, il parle de l'État nazi, il y avait un proverbe disant que si on pouvait contrôler les chansons d'une nation, on n'aurait pas besoin de se soucier qui fait ses lois. Fin de citation. Si la France est le premier État européen à avoir créé un ministère de la culture, il ne faut pas oublier la grande réussite de Joseph Goebbels comme ministre de Volksaufklärung et de la propagande de l'Allemagne nazie, à asservir tous les beaux-arts, la radio, le cinéma, le journalisme et le tourisme qui appartenaient à son ministère, à la promotion d'un nazisme chauviniste. Je passe maintenant à la seconde orientation fondamentale pour mener une politique culturelle. Il se présente comme plus individualiste ou moins dicté, au moins directement, par l'intérêt de renforcer le pouvoir de l'État. La visée de cette politique consiste à promouvoir la culture personnelle de ses citoyens. Cette orientation, cependant, n'est pas strictement contradictoire avec la première, parce qu'une politique encourageant les individus à développer leur culture personnelle peut créer chez eux un intérêt à la culture de patrimoine et un sentiment de bien-être ou même de gratitude envers l'État qui renforcerait la loyauté des citoyens à son égard et en cela aussi son pouvoir. Donc, une stratégie possible pour la politique culturelle de l'État serait d'encourager ses citoyens à se constituer pour eux-mêmes leur propre culture en leur donnant des meilleurs moyens pour le faire. Par exemple, des aides ou des subventions pour permettre à chacun de développer la culture qui lui convienne au lieu de lui présenter un menu fixe choisi par le ministère. Mais laissons cette idée de subvention de côté pour nous concentrer sur ce que l'individu lui-même peut faire dans sa poursuite d'une culture. En supposant que l'individu, dans notre société apparemment démocratique, possède au moins une certaine latitude pour se gouverner et pour se cultiver, il doit aussi mener pour lui-même une politique culturelle qui lui est propre. Je vais me concentrer ici sur cette question de la politique culturelle relative à la culture de soi, et surtout sur le rapport entre culture de soi et connaissance de soi. Je vais donc répondre l'antique topos philosophique « Connais-toi toi-même », même si son histoire est trop longue et compliquée pour être traitée dans une brève conférence comme celle-ci, sans faire des grosses simplifications. Et je vous en demande pardon en avance. Donc maintenant, l'histoire de cette idée de « connais-toi toi-même » pour se cultiver. Sur le fronton de l'ancien temple d'Apollon à Delphes, on pouvait lire 3 maximes grecques qui eurent une influence durable, si l'on en juge par leur conservation en lettres d'or à l'époque romaine. Et la plus célèbre d'entre elles fut « Connais-toi toi-même ». Si Thalès et Héraclite ont donné à cette injonction à la connaissance de soi ses premières formulations philosophiques, en recommandant à tous les hommes de bien se connaître eux-mêmes et de faire preuve de modération, c'est à Socrate qu'elle doit la place privilégiée qui lui fut donnée en philosophie. Célébré par l'oracle de Delphes en tant que l'homme le plus sage, Socrate affirme pourtant que la supériorité de sa sagesse ne réside que dans l'autoconnaissance de sa propre ignorance, là où d'autres se prétendent authentiquement sages et savants. Il va jusqu'à soutenir que l'oracle l'a désigné un saint ainsi afin de l'inciter à poursuivre sa recherche d'hommes plus sages et de montrer par la même occasion que la sagesse humaine ne vaut rien ou peu de choses. Plutôt que de s'engager dans d'altières spéculations, Socrate confesse dans le Phèdre, je le cite,
Je suis toujours incapable, alors que les inscriptions de Delphes l'ordonnent, de me connaître moi-même, et il me semble ridicule d'examiner d'autres choses avant d'avoir résolu celle-ci. » Fin de citation. Déployant toutes les implications de la connaissance de soi, afin de rappeler à l'insolent Alcibiade ses propres limites, Socrate fait de ce type de connaissance à la fois le fondement et l'aiguillon d'une culture de soi en vue de l'obtention du pouvoir politique qui son jeune et ambitieux amant cherche justement. Je cite Socrate, « Suis mes conseils et crois en l'inscription de Delphes, car chaque être humain a besoin de travailler sur lui-même et nous deux plus particulièrement. » Fin de citation. Mais comment exactement peut-on se connaître et se cultiver soi-même? Un petit tour de passe-passe théologique dans ce dialogue nous donne la réponse platonicienne, je le cite, « L'homme est son âme et rien d'autre que son âme, et par conséquent, l'injonction à nous connaître nous-mêmes signifie que nous devons connaître nos âmes et faire d'elles l'objet de ce travail sur soi. En conséquence, les préoccupations qui peuvent lier un homme à son corps ne renvoient qu'à quelque chose qui lui appartient, mais qui n'est pas lui-même. » Fin de citation. Si ce qui stimule l'exigence socratique de la connaissance de soi est la reconnaissance critique de nos défauts et limitations, une telle analyse peut aussi stimuler et guider nos efforts positifs de auto-amélioration de culture de soi. Mais si elle est entreprise avec rigueur, elle risque aussi de favoriser des accès de doute et de autodépréciation qui peuvent conduire à la dépression. Au cours de sa longue histoire, la philosophie occidentale et la théologie chrétienne qui elle a contribué à façonner a continuellement réaffirmé la nécessité de la connaissance de soi, tout en ne cessant de soulever des doutes quant à sa possibilité et de souligner ses dangers potentiels pour l'humanité. En développant à la fois des arguments historiques et des découvertes récentes en psychologie expérimentale, je plaide pour une distinction plus claire et plus nette des différents modes de connaissance de soi et d'examen de soi, modes dont la diversité peut expliquer les évaluations radicalement différentes qui en sont faites et même fournir une meilleure appréciation des formes de auto-examen et de travail sur soi, de culture de soi, plus méprisées philosophiquement parlant, c'est-à-dire celles qui prennent en considération nos corps et la conscience somatique. Donc, je fais maintenant des considérations historiques. Développons l'idée que le soi réside dans l'âme. Les néoplatoniciens, comme Plotin, nous incitent à focaliser l'étude que nous faisons de nous-mêmes sur la plus haute dimension de l'âme, c'est-à-dire le nous, que nous partageons avec des esprits supérieurs, plus purs et divins. Je le cite, « Purifiez-vous et examinez-vous, et vous aurez confiance en votre immortalité, puisque la connaissance de soi par le nous consiste à se connaître non plus comme homme, mais comme une entité totalement différente, dans la hâte de la réunion avec l'un suprême. » Fin de citation. La logique de la connaissance de soi, comme étape préparatoire et purgative à la contemplation de Dieu et à la union divine, a souvent été reprise par les mystiques chrétiens. Sainte Catherine de Sienne nous incite à séjourner pour toujours dans la cellule de la connaissance de soi, afin de reconnaître nos propres péchés et de nous détacher en faveur d'un soi meilleur, plus vrai, dans la quête de Dieu, qui fournit lui-même un miroir de sainteté où se reflètent nos défauts et nous guide vers la pureté supérieure et la communion divine. En dépit de la promesse d'une telle élévation spirituelle, ne peut-on craindre que l'examen sévère de ses propres faiblesses et péchés dans la cellule de la connaissance de soi ne constitue une forme suffocante et dévastatrice d'autoflagellation mentale. Si la foi inébranlable des mystiques dans la grâce
de Dieu est ce qui permet à une telle ascésis autocritique de ne pas conduire au désespoir, mais à la vision transfiguratrice de l'union divine. Que se passe-t-il lorsque notre foi n'est pas si suprêmement assurée? Alors que Socrate s'était déjà demandé si la connaissance de soi était véritablement possible, les penseurs de la Renaissance expriment de plus en plus de crainte à l'égard du caractère sain et sage des formes intenses d'auto-examen et reconnaissent la nécessité de regarder plutôt plus loin et de tourner les yeux de cet être fragile, parfois stupide et incarné dans un corps corruptible qu'est l'homme. Le fait que Montaigne fasse de la quête de la connaissance de soi le fondement même de sa vie et du chef-d'œuvre qui constitue ses essais, ne l'empêche pas d'affirmer que la tâche est non seulement interminable, mais aussi potentiellement dévastatrice si elle est poussée à l'extrême. En proclamant que Socrate, en cherchant à se connaître lui-même, et par cette étude était arrivé à se mépriser, Montaigne affirme plus généralement que la maxime de Delphes est, et je le cite, un commandement paradoxal, fin de citation, puisque la nature nous enseigne sagement à regarder au-delà de nous-mêmes, ce qui ne sert pas uniquement à trouver des ressources à l'extérieur ou à se garder des dangers du dehors, mais aussi à éviter les problèmes de l'intérieur, puisqu'un auto-examen rigoureux ne manque pas d'être un exercice dangereux, difficile et déprimant pour des créateurs si pleins de défauts, de folie et de mesures comme nous. Je le cite. Cette opinion et usance commune de regarder ailleurs qu'à nous a bien pourvu à notre affaire. C'est un objet plein de mécontentement. Nous n'y voyons que misère et vanité. Pour ne nous déconforter, nature a rejeté bien à propos l'action de notre vue au dehors. Fin de citation. Par conséquent, Montaigne insiste aussi sur la valeur régénératrice du divertissement et des plaisirs extérieurs qui peuvent à la fois soulager et fortifier l'esprit par la pratique d'exercices alternatifs et différemment focalisés. En dépit de telles inquiétudes, le caractère central de l'auto-examen est prolongé et renforcé par les méthodes cartésiennes qui consistent à reconstruire l'édifice entier de la connaissance à partir de fondations obtenues par l'introspection mentale dans les méditations. Et je le cite dans notre œuvre de Descartes, « Il n'est pas d'exercice plus fructueux que celui qui consiste à essayer de se connaître. Mais en séparant, fin de citation, mais en séparant ontologiquement l'esprit et le corps et en situant la substance du soi dans l'esprit qui a la différence du corps, croyait-il, pouvait être directement connu par l'introspection, Descartes prolonge la tendance platonicienne, assimilant l'auto-examen à la seule connaissance de l'esprit ou de l'âme, avec pour ambition la maîtrise des passions. La partition faite entre l'esprit et le corps, autorise deux approches radicalement différentes de la connaissance de soi et de l'auto-examen et de culture de soi. La première engage une introspection dirigée vers nos sensations, nos habitudes et nos comportements corporels, alors que la deuxième reste essentiellement confinée au domaine distinct constitué par notre vie mentale. À peu d'exceptions près, la philosophie moderne occidentale a toujours préféré cette approche étroitement mentaliste, soit en ignorant, soit en rejetant toute introspection somatique. Kant est à cet égard exemplaire. Dans sa métaphysique des mœurs, il affirme, je le cite, que le premier commandement des devoirs envers soi-même est de se connaître, de s'examiner, de se sonder soi-même, non en termes de perfection physique, mais plutôt en termes de perfection morale, selon vos devoirs en ce domaine. Fin de citation. Reconnaissant qu'un tel auto-examen moral dans les profondeurs du cœur de chacun est non seulement cognitivement difficile, mais peut aussi générer du dégoût et du mépris de soi-même. Kant répond en prétendant que le simple effort d'examen de sa propre stature morale donne une preuve tout à fait suffisante
des nobles prédispositions de l'individu à faire le bien, en étant digne de respect et pouvant mener à l'auto-amélioration des cultures de soi. Je le cite. « Seule la descente aux enfers de la connaissance de soi peut paver le chemin vers l'esprit divin. » Fin de citation. Et donc, il fait écho à l'ancienne logique chrétienne selon laquelle une autocritique aux vertus purgatives sur le chemin de l'illumination et de l'union divine. Par opposition au devoir qu'a tout un chacun d'examiner sa propre conscience morale, Kant rejette le projet d'un retour réflexif sur les sensations et sentiments corporels, arguant que cela conduit droit à l'hypocondrie et à l'abattement morbide face à soi-même. Dans le conflit des facultés, Kant définit l'hypocondrie comme un type de mélancolie caractérisé par la faiblesse que l'on a de s'abandonner à l'abattement produit par des sentiments morbides, qui ne pointent pas directement à un dysfonctionnement corporel, mais sont habituellement associés à ou produits par une attention excessive et anxieuse à l'égard des sensations corporelles désagréables et inconfortables. Notons que la constipation et les flatulences constituent les conditions de tels inconforts somatiques. Il confesse sa propre disposition à l'hypocondrie à cause de sa poitrine plate et étroite, qui laisse peu de place au mouvement du cœur et des poumons, c'est une citation, engendrant ainsi une sensation d'oppression. Mais en insistant sur le pouvoir qu'a l'esprit de maîtriser ses sentiments morbides par une pure et ferme résolution de la volonté, Kant affirme qu'il a été capable de soigner cet état maladif en refusant simplement de prêter attention aux sentiments d'inconfort physique qui en étaient la cause, en détournant son attention de ses sensations. L'introspection somatique, prévient-il ailleurs, et je le cite, éloigne l'activité mentale d'autres choses importantes et n'est pas bénéfique. Elle affaiblit le corps et le détourne de ses fonctions animales premières. Par conséquent, détourner la pensée de son corps mène à la santé. Fin de citation. En bref, l'introspection somatique est néfaste pour l'esprit et pour le corps, et le meilleur moyen de bien traiter son corps est d'ignorer ce qu'il nous fait ressentir, tout en l'utilisant activement au travail et à divers exercices. Au sein de l'économie du dualisme corps-esprit, l'esprit pourrait donc avoir les qualités d'une âme au pouvoir immortel et à la pureté divine, alors que le corps, toujours profondément lié aux notions de vulnérabilité, de péché et de limitation, non seulement du fait de la mortalité et du vieillissement physique, mais aussi à cause de ses limites spatio-temporelles et de ses particularités spécifiques. Le corps pourrait être ignoré en tant qu'il porte toutes les connotations négatives liées aux des connaissances de soi. La réaffirmation hegelienne de la maxime de Delphes reflète bien cette logique. Le fait de se connaître soi-même y est interprété comme le fait de connaître l'esprit, et je le cite, « L'esprit et non les capacités particulières, les caractères, les propensions et les faiblesses du simple soi. » Fin de citation. Maintenant, je passe aux critiques historiques. De façon peu surprenante, les intellectuels modernes, moins convaincus par les doctrines chrétiennes ou idéalistes, affirmant l'immortalité transcendante de l'âme et son lien au divin, on était plus enclin à interroger la valeur de la connaissance de soi par auto-examen. La critique de Goethe est à cet égard influente et exemplaire. Craignant que la maxime delphique ne confine l'esprit dans une situation étouffante qui le conduise à l'inaction, l'ignorance, l'auto-examen morbide et de grands tourments psychologiques, Goethe insiste sur le fait que la seule façon d'obéir vraiment à cette maxime est de connaître le monde dans lequel nous vivons et agissons, ce qui suppose de connaître nos rapports avec d'autres soi, qui nous fournissent en retour d'éclairantes perspectives pour nous aider à mieux nous connaître nous-mêmes. Je le cite, «
l'homme ne se connaît lui-même que dans la mesure où il connaît le monde, et il ne devient conscient de lui-même qu'au sein de ce monde. Chaque nouvel objet, si on le considère proprement, ouvre en nous une nouvelle voie pour nous contempler. Fin de citation. L'auto-examen intense est particulièrement mal avisé et malsain, affirme Goethe, parce qu'il rêve d'une perversité contre nature et que son but est impossible à atteindre. Je le cite, « Le commandement selon lequel l'homme doit s'efforcer de se connaître lui-même est une demande singulière à laquelle personne ne se soumet ou ne se soumettra en effet. L'homme est avant tout, par tous ses sens et par tous ses efforts, dirigé vers l'extérieur, vers le monde autour de lui, et il doit connaître tout ceci et le rendre utile autant qu'il est nécessaire à ses propres fins. Dans son ensemble, l'homme est un être plein d'obscurité. Il ne sait pas d'où il vient ni où il va. Il connaît peu de monde et encore moins de lui-même. » Fin de citation. L'argument de Goethe ne rappelle pas seulement l'image montaignienne d'un regard naturellement tourné vers l'extérieur. Il préfigure aussi la critique que William James fait de l'auto-examen selon les termes de ce qu'il appelle la loi de parcimonie dans le domaine de la conscience. Puisque nous devons économiser notre attention, les exigences et les urgences de l'existence ne nous permettront pas de nous concentrer longtemps et avec acuité sur nous-mêmes. Même si nous parvenons à une quelconque saisie de nous-mêmes, nous devons immédiatement nous oublier pour rediriger notre attention vers les éléments toujours nouveaux qui surgissent du flou changeant de l'expérience. La mise en question nietzschéenne de notions religieuses et idéalistes de l'âme s'allie à sa critique féroce de l'autoflagellation typique de la conscience chrétienne pour jeter un doute radical sur l'injonction à se connaître, la stigmatisant ainsi comme psychologiquement malsaine, contre nature et en réalité impossible. Je le cite. Cette excavation de soi-même, cette rude et violente descente dans l'abîme de son être, est une entreprise douloureuse et dangereuse. L'homme qui s'y engage peut facilement connaître un mal qu'aucun médecin ne peut guérir. Que c'est un homme de lui-même en somme? Et malheur à cette curiosité funeste qui peut être capable à un moment de scruter la crevasse de la chambre de la conscience et de découvrir que l'homme se repose sur l'absence de pitié, sur l'envie, l'insatiable, le meurtre, comme s'il rêvait assoupi sur le dos d'un tigre. Fin de citation. Ici, Nietzsche réaffirme non seulement le danger d'une conscience de soi intense, amenant avec elle une prise de conscience douloureuse et aiguë du péché, mais préfigure aussi la notion freudienne d'un inconscient plus pernicieux et incontrôlable, duquel nous sommes protégés par l'ignorance du moi, mais que nous sommes sommés, au nom de notre guérison absolue, de mieux connaître en réexhumant le contenu à la lumière de la conscience. Comme Goethe, Nietzsche préfère une activité projective de auto-formation de culture de soi à l'immanence introspective de l'auto-examen, d'où sa fameuse injonction à devenir ce que nous sommes. Rejeter l'idée même d'un soi essentiel et fixe qu'il s'agirait de connaître, Nietzsche met au contraire en avant l'idée d'un soi émergent progressivement via un processus de devenir perfectionniste. Il dit, je le cite, « Les natures actives qui connaissent le succès ne se conduisent pas selon le précepte « connais-toi toi-même », mais comme si elles suivaient cet ordre imaginaire « veuille en moi et tout deviendra quelqu'un ». Pour le bon chemin, la culture de soi, conclut-il, le connais-toi toi-même pourrait être une recette pour se perdre. Fin de citation. Plus tard, des penseurs aussi différents que Ludwig Wittgenstein et Michel Foucault adapteront la notion d'un soi malléable et constructible, toujours en train de se faire à l'idéal perfectionniste de culture de soi, consistant à devenir un être meilleur et différent.
Wittgenstein, engagé volontaire pendant la guerre en raison de son désir de devenir quelqu'un d'autre, insiste, et je le cite, « Vous devez changer votre façon de vivre. » Fin de citation. La transformation de soi plutôt que la connaissance de soi, tel est le choix de Foucault en ce qui concerne le but premier de la philosophie. Je le cite, « L'intérêt principal de la vie et du travail réside dans le fait qu'ils peuvent vous faire devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous n'étiez pas au départ. » Fin de citation. Comme Wittgenstein le reconnaissait, l'auto-examen peut être difficile et douloureux. Je le cite, « Les plis de mon cœur tendent naturellement à rester collés, et pour l'ouvrir, je dois toujours les déchirer. » De sa part, Foucault montre que les pratiques interrogatives martyrisantes sont inspirées par l'idéal de la connaissance de soi, et il a privilégié un idéal de souci de soi plutôt que la connaissance de soi comme outil principal pour la culture de soi. Connaissant tous deux des douleurs de dépression liées à l'auto-examen, Wittgenstein et Foucault ont aussi envisagé sérieusement le suicide. William James, qui souffrait aussi de crises de mélancolie récurrentes et de la détresse physique qui les accompagnait, avouait à son frère Henry James qu'il se réjouissait de ses prochaines activités d'enseignement universitaire, puisqu'elles le divertiraient de ses études introspectives qui avaient causé chez lui une sorte d'hypocondrie philosophique, c'est ses termes à lui. En tant qu'expert de l'analyse introspective, comme le prouve clairement son œuvre en psychologie, James nous met cependant en garde avec force contre son usage dans la vie pratique en étudiant ce point de façon plus explicite encore que Wittgenstein ou Foucault. L'auto-examen, selon James, dans la vie pratique implique, et je le cite, un fort sentiment de soi qui tend à mettre en terme à la libre association de nos idées objectives et de nos processus moteurs. Nous pouvons prendre ici l'exemple extrême de cette maladie mentale appelée la mélancolie. Un patient mélancolique est sans cesse submergé par des émotions douloureuses à son propre sujet. Il se sent menacé, coupable, condamné, détruit, perdu. Son esprit est paralysé comme dans le cas d'une crampe musculaire, fixé sur les sentiments liés à sa propre situation. Fin de citation. Nous devons, poursuit James, libérer nos pensées et nos actions de l'influence inhibitrice de l'activité réflexive sur elles et de préoccupations égoïstes en ce qui concerne le résultat, liées à une conscience orientée vers soi. Pour atteindre une forme authentique d'expression et de culture de soi, James conclut qu'il faut faire confiance à sa spontanéité et rejeter au loin tout autre souci. La position adoptée, et je passe maintenant au champ contemporain, la position adoptée par James semble largement soutenue par la littérature psychologique récente qui étudie l'auto-examen. Les études actuelles qui analysent ces phénomènes sous la notion de rumination montrent non seulement ses effets psychologiques néfastes, mais les relient aussi particulièrement aux affects morbides des personnes créatives. Bien que les arguments liant l'auto-examen à la dépression aient des fondements empiriques, nous pourrions défendre sa valeur en suggérant que nous avons besoin d'une analyse plus soigneuse de ces modes et ces usages que celles que ses détracteurs ou ses zélateurs ont produites. En premier lieu, nous devrions le reconnaître avec Socrate, que tout programme viable de culture de soi ou auto-transformation a besoin d'une saisie minimale de ce qu'on est, et c'est afin d'avoir une idée de ce qu'on veut changer, et pour savoir si et comment on change effectivement. Pour aller où l'on veut, il est utile de savoir où l'on est. Le premier pas dans la correction d'une mauvaise habitude est la reconnaissance et l'identification de cette mauvaise habitude. Si, comme William James le prétend, le soi est un réseau d'habitudes malléables, une étape cruciale vers l'auto-amélioration
et d'évaluer les limites actuelles de son moi, afin de saisir les directions et les dimensions à donner au changement. Comme Wittgenstein le soutient, je le cite, « Si quelqu'un se refuse à plonger en lui-même, car cela est trop douloureux, il restera superficiel. » Fin de citation. En dépit de sa critique de la connaissance de soi, Nietzsche lui-même admet que celle-ci est impliquée à un certain degré dans son idéal de culture de soi auto-formative. Même quand Nietzsche décrit l'auto-formation en termes d'artefacts illusoires et de dissimulation, il indique qu'une telle stylisation quasi artistique requiert l'auto-observation et la connaissance de soi. Je le cite. L'on doit embrasser du regard tout ce que notre nature offre de force et de faiblesse et intégrer ensuite tout ceci à un plan artistique jusqu'à ce que chaque élément apparaisse comme art et comme raison et que même la faiblesse enchante l'œil. On a ajouté ici une grande quantité de seconde nature retranchée là en pain de nature originelle, dans les deux cas au prix d'un long entraînement et d'un travail quotidien. Ici, le lait que l'on ne peut retrancher est caché. Là, il est réinterprété sous la forme du sublime. Fin de citation. Dans un deuxième temps, puisque de nombreux défenseurs ou praticiens de l'auto-examen n'ont apparemment pas souffert de la mélancolie dans une mesure importante, il ne semble pas y avoir de lien nécessaire entre auto-examen et dépression. Nous avons donc besoin d'enquêter de façon plus précise sur les conditions ou les modes qui font que l'auto-examen conduit à la dépression morbide. L'une de ces conditions semble être le fait de mettre l'accent de façon implacable et incontrôlable sur le négatif. Les jugements négatifs, les affects négatifs, les peurs hypochondriaques des événements futurs et la négativité générale d'une vie apparemment privée de sens. La négativité elle-même n'est pas peut-être l'aspect le plus déprimant de l'auto-examen mélancolique. La nature incontrôlable, compulsive d'une telle rumination peut être pire en effet. L'incapacité à contrôler la direction de nos propres pensées crée en retour un fort sentiment négatif d'impuissance qui renforce notre humeur déjà négative et notre inertie, ce qui rend plus difficile le fait de se tourner vers des pensées positives ou vers des actions pouvant remédier une telle situation. La littérature psychologique contemporaine souligne la dimension passive et incontrôlable de la mélancolie en définissant précisément la rumination dans les mêmes termes. Un des importants chercheurs à la pointe de l'étude des liens entre dépression et rumination et dans la collecte empirique de données sur la fréquence et la force de leur conjonction, définit ce dernier concept comme se focalisant de façon passive et répétée sur des symptômes de détresse et affirme que les femmes ont plus de chances de devoir subir cette focalisation excessive parce qu'elles tendent à avoir un sens du contrôle et de la maîtrise moins affûté que celui des hommes, tout comme une appréciation plus limitée des actions remèdes dans le monde externe. Mais l'auto-examen, le retour réflexif sur soi, doit-il toujours être passif et incontrôlable? N'existe-t-il pas des formes d'auto-observation qui, au contraire, fournissent et encouragent un contrôle actif, discipliné et renforcé de la focalisation mentale? Et cet affûtage de la concentration mentale, de l'acuité et du pouvoir de la volonté, ne constitue-t-il pas une part de l'argumentation philosophique traditionnelle en faveur de l'auto-examen de la connaissance de soi, même pour la culture de soi? Des disciplines méditatives prenant le retour réflexif, aussi bien dans la tradition occidentale que dans la tradition orientale, ont depuis longtemps perduré
et justifier leur existence en fournissant à leurs praticiens assidus une meilleure faculté de concentration mentale, une plus grande force de la volonté, une forme de paix spirituelle, de bonheur psychique et de bien-être corporel, sans compter un grand plaisir sensible. La recherche récente en psychologie commence aussi à réaliser que l'auto-examen ou la conscience personnelle de soi comprend une grande variété de motivations, de styles et de buts, et qu'elle ne peut être identifiée avec une rumination passive étroite et source de dépression. Une étude montre qu'il existe une nette différence entre l'auto-attention névrotique ou rumination et la curiosité intellectuelle de soi ou réflexion sur soi. Si la première semble clairement liée à la dépression et à des motifs de peur et d'anxiété, la deuxième est en fait essentiellement motivée par une curiosité active, positive, pas forcément connectée à des sentiments mauvais, mais au contraire nettement reliée au self-control et à la conscience qui implique la force de la volonté à un certain contrôle mental. D'autres études récentes dans les domaines de la psychologie expérimentale et de la neurophysiologie ont démontré que l'entraînement à la méditation, qui inclut des exercices d'auto-examen, peut significativement réduire les symptômes d'anxiété, de dépression et de panique, et ainsi générer des effets plus positifs chez les individus qui s'y adonnent. D'autres expérimentations ont donné à ce pouvoir positif une base neurologique. Les résultats montrent clairement que la méditation ne fait pas qu'améliorer notre humeur et notre ressort psychique, mais qu'elle perfectionne aussi nos fonctions immunitaires. L'identification du caractère excessif et obsessionnel de la rumination comme étant la clé de sa nature morbide devrait nous aider à reconnaître que le fait de condamner la connaissance de soi en le déclarant néfaste pour la santé mentale provient d'une assimilation hâtive de cette connaissance avec ce que produit un usage implacable, disproportionné et excessif de l'auto-examen et de la conscience de soi. Abuser des bonnes choses est souvent mauvais, et c'est le cas avec le retour réflexif sur soi, dont la valeur dépend de la mesure et des circonstances dans lesquelles on l'utilise. Je passe finalement à la conscience somatique de soi. Au sein de l'expérience que l'on fait de soi-même, on peut vouloir distinguer le fait d'examiner son esprit du fait d'examiner ses propres sentiments somatiques. Souvenons-nous de la façon dont Kant et d'autres faisaient la différence entre la tâche réjouissante qui consiste à faire retour sur son âme et la dégénérescence provoquée par la réflexion somatique. En tant que défenseur et praticien de la réflexion somatique depuis près d'une dizaine d'années, pas seulement en tant que philosophe engagé dans la recherche somesthétique, mais aussi comme formateur et thérapeute professionnel dans le domaine de la méthode Feldenkrais, j'ai un intérêt direct à la défense de la conscience somatique expressive et réflexive pour la culture améliorative de soi. Ayant déjà argumenté ailleurs, comme dans ce livre « Conscience de soi », contre l'idée que celle-ci provoque un comportement égoïste et asocial, une passivité maladive qui ruine toute tentative d'action efficace, permettez-moi de conclure cet exposé en mettant l'accent sur la façon dont la conscience somatique de soi est spécifiquement liée au problème de la mélancolie et de la culture de soi. Les techniques de méditation utilisées dans des recherches récentes visant à faire la preuve des bénéfices salutaires de l'usage de la méditation tournée vers la conscience de soi et destinées à réduire l'anxiété, la peur et la dépression tout en favorisant des meilleurs affects sont en réalité aussi des techniques reposant sur l'activation d'une conscience corporelle focalisée sur des points précis. En l'occurrence, le yoga, le body scanning et la méditation assise
qui implique une focalisation importante sur la façon dont on respire afin de détourner l'esprit de pensées distrayantes. Ceci ne devrait pas nous surprendre parce que si le yoga, le zen et d'autres disciplines systématiques d'introspection somatique devaient effectivement conduire à la faiblesse mentale, à l'introversion morbide et à la hypochondrie que Kant et William James redoutaient, elles n'auraient pas prospéré pendant tant de siècles, et ce au sein de cultures si différentes. Ma propre expérience de la discipline zen au Japon m'a montré comment une réflexion somesthétique méthodique peut développer la force de la volonté en dirigeant la conscience pleinement focalisée sur notre respiration ou sur d'autres sentiments somatiques, comme sur le contact de nos pieds avec le sol lors de la pratique de la méditation en marche. La force de la volonté, comme le dit avec insistance William James, implique le fait de tenir son attention fermement attachée à une idée contre la tendance naturelle de l'esprit à l'errance de cible en cible, à cause des distractions spécifiques qui produisent de nouvelles sensations ou à cause de nos associations d'idées habituelles et de nos intérêts usuels. Nous sommes en effet naturellement et habituellement inclins à accorder notre attention au monde extérieur, à son flou et aux perceptions changeantes que celui-ci stimule, et non pas à l'activité de respiration constante et réitérée. Même si nous y prêtons momentanément attention, notre pensée tend immédiatement à se fixer sur d'autres choses. Il est par conséquent extrêmement difficile de forcer notre attention à rester pleinement focalisée sur l'expérience de la respiration en elle-même ou sur tout autre processus somatique. Des exercices d'attention somatique soutenus peuvent renforcer notre volonté en entraînant notre capacité d'intention à garder sa concentration et à résister à son penchant pour le vagabondage. La respiration et le corps sont des cibles merveilleusement adaptées pour de tels exercices, parce qu'ils sont toujours là pour qu'on puisse se concentrer sur eux, alors que l'esprit les ignore le plus souvent pour se précipiter vers des objets plus intéressants ou plus exigeants. Lorsque j'ai commencé mon entraînement à la méditation, il m'était difficile de garder mon esprit concentré pendant plus d'un mouvement de respiratoire, mais après avoir effectué un effort continu, soutenu, j'ai été capable de maintenir cette concentration pendant des périodes beaucoup plus longues et vers des sentiments d'aise et de plaisir. Mes pouvoirs d'attention accrus pouvaient alors être dirigés au-delà de la respiration ou de la méditation en marche, rendant ainsi la perception des objets quotidiens et des gens qui me sont familiers plus intense, plus profonde et plus exacte. Mes mouvements et ma capacité d'action, tout comme ma perception, devinrent plus affûtées, plus sûres et plus satisfaisantes. De la même façon, comme je montre dans mon livre Conscience